Alors bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Kevin Chevalier, je suis interne, enfin interne, je suis plus interne putain, Kevin Chevalier, je suis médecin en médecine interne et suite à la conférence de médecine interne, nous souhaitons nous attacher à ce TD de médecine interne avec des questions plutôt de type questions isolées et KFP. Commençons, et bien sûr si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas à m'interrompre et effectivement, comme vous me le demandez, je vais activer vos micros à toutes et à tous. Comme ça, si vous avez des questions, vous pouvez tout de suite les poser en direct live. Hop, hop, et normalement, hop, tout le monde doit être activé. Alors, allons-y, commençons. Pour finir à l'heure. Sans aucune transition, commençons par un premier KFP. Vous recevez en consultation Monsieur D, il a 32 ans, pour un avis sur une hyperéosinophilie sanguine. Il n'a pas de sang chirurgical, pas d'allergie médicamenteuse, pas d'atopie personnelle ou familiale. Bon, il est papa de deux enfants, il travaille comme comptable, il consomme 5 à 10 cigarettes par jour, de temps en temps un peu de cannabis, pas d'alcool. Il n'a jamais voyagé dans la France métropolitaine, il n'a pas d'animaux au domicile. Il vous est adressé par son médecin traitant pour une biologie sanguine qui l'a fait pendant un épisode fébrile. Et cette biologie sanguine, elle mettait en évidence une hyperéosinophilie entre 1,2 et 1,4 giga à plusieurs reprises, et tout le reste est tout à fait normal. Donc on retient effectivement ici le diagnostic d'hyperéosinophilie vrai, il n'y a pas trop de doute sur le diagnostic de l'hyperéosinophilie. Ce qui va être intéressant ici, c'est le diagnostic non pas syndromique, mais diagnostic étiologique. Et donc, la première question est un menu déroulant, et je vous demandais dans la liste suivante quelles étaient les causes classiques d'hyperéosinophilie, quel que soit le taux de cette dernière. Et il y avait 6 réponses à cocher. Alors, que pensez-vous de la sarcoïdose? Non, je pense pas. Non, très bien. L'insuffisance surrénalienne? Non plus. Non plus, mais si. Eh bien, Ah si, la si. surrénalienne, c'est une cause d'hyperexophilie. Donc, il faut savoir un truc, c'est que les corticoïdes, qui soient endogènes, c'est-à-dire sécrétés par vos propres surrénales, ou exogènes, donc donnés par le médecin, font baisser les éosinophiles. Donc, si un patient sous corticoïde, quel qu'il soit, il aura toujours, en général, zéro éosinophile. À l'inverse, du coup, l'insuffisance surrénalienne, qui est une cause de déficit en cortisol, sera une cause d'hyperéosinophilie modeste. Le paludisme? Oui. Non. En fait, les parasites Ah qui oui, vont non, non. donner Oui. des hyperésophilies sont les parasites qui type de larves, donc ce qui va être les macroparasites. Les protozoaires, donc les parasites unicellulaires, donnent pas d'hyperéosinophilie. La taille de la cellule géante? Non, c'est pas une Oui. cause d'hyperéosophilie, en tout cas pas classiquement. L'angululose. L'angululose, Oui. c'est bien un ver, c'est un ver qui passe dans vos tissus. Donc un ver qui passe dans vos tissus active la production d'interleukine 5 et donc fait augmenter vos éosinophiles. Et ça marchera pour tous les vers. S'ils rentrent dans vos tissus, vous aurez une hyperéosinophilie. Phéochromocytome, non. La seule endocrinopathie qui donne une hyperéosinophilie, c'est l'insuffisance surrénalienne. L'infection pulmonaire à pneumocoque, pas non plus. C'est une bactérie sans rapport avec des œnophiles. Treponema pallidum, la syphilis, là aussi, on voit assez mal comment on pourrait avoir une hyperésophilie. La toxocarose, est-ce que c'est un ver? Oui. Est-ce que ça passe dans vos tissus? Oui. Est-ce que c'est une hyperésophilie? Oui. La polyargite microscopique, qui est une vascularité en cas, non. C'est la seule vascularité en cas qui donne pas d'hyperésophilie. La pédiculose, donc les poux, non, les poux c'est pas des larves et ça rentre pas dans votre tissu, c'est à la surface du tissu, donc il n'y a pas d'hyperzophilie. La maladie de Kawasaki, cette vascularite chez l'enfant qui touche les coronaires donne pas d'hyperzophilie. Purpura rhumatoïde, cette vascularite médiée par des IgA donne donc pas d'hyperéosinophilie.
La pemphigoïde bulleuse, maladie dermatologique, vous en pensez quoi? Je sais pas. Moi, je dirais oui. Eh ben, tu as bien raison. Effectivement, c'est une maladie où on a un filtrage éosinophilique au niveau de la peau, au niveau du décollement de la peau, donc c'est bien une maladie qui est liée à l'éosinophile. Maladie de base d'eau, non, je vous ai dit, la seule endocrinopathie, c'est l'insuffisance somalienne. Les cancers d'infection du côlon, oui, c'est une cause d'hyperéosophilie en fait. Les cellules tumorales peuvent être détectées comme étant étrangères, un peu comme un parasite en fait, ce qui va entraîner une hyperéosinophilie. Les résipelles, proposition Q, non, c'est aussi une infection à streptocoque, donc tout comme la proposition G, il n'y a pas de raison. Dermatophytose, c'est un champignon, donc on n'y croit pas. Et la poirée rhumatoïde, alors celle-là, elle est vraiment tricky, mais c'est vrai. Alors au début, je l'avais pas mis, et c'est en regardant les fiches LISA, parce que je fais bien sûr toutes les questions avec l'ensemble des collèges et les fiches LISA, et j'ai vu que c'était dans la liste. Et c'est vrai que la PR peut s'associer à une hyperésophilie, donc je vous l'ai mis pour vous l'ayez vu au moins une fois, même si franchement, c'est planqué. Donc les bonnes réponses, c'était A, E, I, N, P et S. Alors, je vous ai fait un petit tableau qui récapitule les causes d'hyperéosophilie. Il y a des choses faciles. Donc, choses faciles, faut pas hésiter à les cocher, à les retenir. En général, ça, vous les avez. Il y a l'atopie, donc toutes les questions d'atopie, une dermatite atopique, un asthme, une polypose nasosinisienne, etc. Dans les autres causes faciles, il y a tous les parasites qui sont des larves, donc des helminthes. Donc, soit ceux de la France métropolitaine, soit ceux qu'on peut avoir en séjour tropical. Donc les parasites qu'on a en France métropolitaine, on peut les retenir grâce à l'acronyme, enfin grâce à la technique kyste trait divers, kystidatique, T pour trichinose et toxocarose, distomatose vers l'oxure alors que les parasites qui donnent une hyperéosophilie qu'on peut choper dans les pays tropicaux, c'est amphibie, anguillulose, filariose, bilharziose. Dans les causes faciles à retenir, les médicaments, ça marche tout le temps. Dans les autres causes faciles, il y a le DRESS, parce qu'il y a le mot eosinophile dedans. Drug reaction with eosinophilic systemic symptoms. La parfigobule, genre vous la retenez bien. Les cancers. Les vascularites, où il y a le mot éosinophile dedans. Et le syndrome hyperzophilique. Donc ça, c'est les causes pour moi, entre guillemets, que j'allais dire faciles. Pour moi, attention. Dans les causes un peu plus tricky, ne pas oublier l'insuffisance surrénalienne et les virus, notamment le VIH, et du coup, vu que je vous l'ai dit, l'APR. Ok, ça va? J'ai une petite question. Bien sûr. Tout à l'heure, vous avez dit, oui, la polyangite microscopique, c'est une des seules vascularites qui donne pas d'hyperéosinophilie. Mais Vasculite à Ranca. C'est la seule vasculite à Ranca qui ne vascularité donne pas en cas. d'hyperzophilie. Donc la GPA, elle Elle donne aussi une éosinophilie. elle peut donner. Alors, je vous l'ai pas mis parce que l'idée c'est pas de vous complexifier un truc qui est déjà complexe, mais vous pouvez avoir une hyperzophilie dans la GPA. Tout à fait. Tu as tout à fait raison. Ok. Alors, question 2. Vous interrogez votre patient. Pas d'AEG, pas de fièvre, pas de sueur au domicile, pas de terrain atopique. Le seul élément rapporté est un prurit anal. L'examen clinique est normal. Tout le reste de la bio est normal. Quel diagnostic est-ce que vous évoquez? Ça fait oxyureuse, non? Exactement. Tout à fait. Le professeur Jean-Manuel Kahn, qui a relu ce dossier, bien sûr, et qui est le président, enfin, qui est le président, oui, du centre de référence des éosinophiles en France, dit toujours à chaque topo qu'il fait, vous avez une hyperzophilie, la première question à poser à votre patient, est-ce que votre trou du cul vous gratte? Si la réponse est oui, vous traitez l'oxure, et dans 84% des cas, ça marche. Donc, prurite anal, hyperzophilie, oxurose, et je vous rappelle que ce jeune papa avait du coup 2 enfants en bas âge. Donc, il avait typiquement toutes les chances, entre guillemets, de choper une oxure. Donc, si on raisonne un petit peu, pas de G, pas de fièvre, examen clinique et biologique normal, franchement, tout ce qui est cancer, hémopathie, endocrinopathie, maladie systémique et dermato, on va vite s'en écarter. Pas de manifestation atopique, donc tout ce qui est atopie, asthme, dermatite atopique, polypose, on va très vite s'en écarter aussi. Il reste les parasites dans les causes fréquentes, avec les médicaments, mais il en prend pas, ça va vite. Et en fait, il a pas voyagé en dehors de la France. Donc,
Tout ce qui est amphibie, anguillulose, filariose, filariose, on les met de côté. Et en plus, si on veut être très fin, il a moins d'un 5 giga d'éosinophile, donc la distomatose, la toxocarose et la trichinose, ça collerait pas très bien. Et donc un parasite qui peut donner moins d'un 5 d'éosinophiles et qu'on peut avoir en France, bah, vous avez la liste suivante. Et puis en fait, si on va assez vite, il a un proéthanal, donc on réfléchit à l'oxurose. Donc là, vous avez deux démarches. Vous avez soit la démarche analytique, c'est-à-dire que vous prenez tous les éléments positifs et négatifs du patient pour éliminer un les diagnostics et arriver éventuellement au diagnostic. Soit vous avez une démarche, on va dire, intuitive, où vous vous êtes dit éosinophile pour éthanal, je dois évoquer l'oxurose. Les deux démarches vous permettent d'arriver à l'oxure. Question 3, quel examen vous permet de confirmer le diagnostic d'oxurose? Faire un EPS? J'ai pas entendu, pardon. Oui, voilà, Un scotch EP, test. Ah oui, ouais, c'est le Scotch Scotch test. test. Tout à Ah fait. oui. Alors, on le fait jamais, hein, mais bon, dans les bouquins, c'est ça. Vous prenez, c'est tout bête, vraiment, tout est dans le mot. Vous prenez un rouleau, un bout de scotch, vous le collez sur l'anus de votre patient, vous le décollez, vous le mettez sous le microscope, et vous verrez en fait les œufs de l'oxure. En vrai de vrai, on traite les patients directement parce que vous imaginez bien que euh, aller prendre le rouleau de scotch de Martine la secrétaire pour retirer un bout de scotch et coller sur l'anus de votre patient, c'est pas un truc qu'on fait régulièrement, quoi. Mais effectivement, c'est le Scotch test, l'examen qu'on doit réaliser. Et vous avez ce tableau dans le PILI, qui est pas mal du tout, qui vous récapitule la plupart des parasites qui donnent une hyperosmophilie avec les symptômes. Donc la toxocarose, c'est la cause la plus fréquente d'hyperosmophilie à plus d'un 5 giga en France d'origine parasitaire. Je sais que c'est sérologie. Les ténias, ça va être les anneaux dans le sel ou la lingerie. L'oxure, on a vu, c'est le Scotch test. L'anisacase, c'est la sérologie. Trichinellose aussi. Distomatose, sérologie ou les inversités des sels. Et puis les échinocoques, ça va être plutôt l'échographie ou le scanner avec des kystes qu'on va pouvoir retrouver. Voilà pour ce premier KFP. Un petit point sur l'éosinophilie. Donc l'éosinophilie, c'est défini par un taux d'éosinophilie